Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'été, les inédits de l'été. Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu la musique. Cette double variation de podcast qu'on vous propose, d'un côté, les stories d'Anna. Vous retrouverez un prochain épisode d'ici quelques jours. On a fait déjà 2 épisodes que vous pouvez retrouver sur vos plateformes de streaming audio. Mais cette semaine, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour la deuxième partie de nos inédits de l'été. C'est les fameux Tu préfères, épisode 3 si je ne m'abuse. Et alors, un épisode très particulier. Alors, vous savez que les Tu préfères, c'est Yannick qui les gère. Donc là, exceptionnellement, il m'a laissé la main, mais il est avec nous. Salut Yannick. Salut Chris, salut à tous. Ben oui, je lâche la main. Là, j'ai décidé de me consacrer à un poste différent, c'est-à-dire plutôt de poste numéro 2, et je laisse l'amène à Chris. On intervertit. Et quel choix du coach un peu étrange, mais bon, écoute, on va bien voir. Mais thème particulier, configuration particulière. Voilà, quand on vous expliquera le thème, vous allez très vite comprendre pourquoi on a un petit peu switché les rôles. Mais il n'y a pas qu'Yannick pour ce Tu préfères particulier. On a aussi un invité avec nous. On est ravis de l'accompagner, qu'il nous accompagne. On est ravis qu'il soit des nôtres pour cet épisode. C'est Chapi. Salut Chapi. Salut les gars. Merci à vous. Salut. Ben non, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est très content. On est toujours content quand on a des invités, sauf quand c'est Tom, bien entendu. Je le remercie au passage parce que si j'ai découvert aussi les Tu préfères, c'est un peu grâce à lui. Donc j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les 2 premiers numéros et j'espère en prendre autant en participant avec vous. Oh oui, je pense que ça devrait aller. Mais en tout cas, c'est sympa de nous écouter. Donc, on va faire cet épisode un petit peu particulier. Alors, si vous connaissez Yannick et si vous connaissez Chapi, vous commencez peut-être un petit peu à comprendre vers quoi on va aller. On va faire un Tu préfères un petit peu particulier cette semaine. On va faire un spécial New York Knicks. Voilà. On a 2 fans inconditionnels de New York. Alors, autant Yannick, moi je le connais et je le fréquente depuis quelques temps. Autant Chapi, c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Et je vais te laisser te présenter rapidement si tu veux. Tu es sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, où tu interviens autour de la communauté des Knicks. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pu arriver sur les réseaux, découvrir un petit peu la communauté Knicks et notamment la KNF, Knicks Nation France, avec laquelle je me suis associé depuis l'an dernier pour animer un space hebdomadaire pour essayer de discuter un petit peu de l'actualité des Knicks, de la saison en cours. On fait parfois aussi un retour un peu sur l'historique de la franchise. Et donc, l'année dernière, on faisait ça les mardis soirs. La formule va peut-être un petit peu évoluer. Donc, j'annoncerai tout ça un petit peu à la rentrée quand on se rapprochera du mois d'octobre pour finaliser tout ça. Mais on est en pleine préparation de la saison 2. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Yes, c'est parfait. Donc, on te retrouve. Alors, ton compte Twitter, je ne l'ai pas de tête. Là, je t'avoue, je ne l'ai plus. C'est Chapi, KNF. Voilà. Vous pouvez me retrouver très, très simplement. Yes. Uniquement sur Twitter X, sur les autres réseaux, je ne sais pas. Moi, je suis essentiellement sur X. Après, le compte de la KNF, il est actif sur tous les réseaux. Vous avez Joanie et Seb qui font des vidéos YouTube les lundis soirs. Moi, je suis aussi j'aide Joanie sur la partie page KNF. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur tous ces canaux. Bon, alors, il y a juste une chose, même s'il est que sur X, il est toujours habillé, Chapi. Je tiens à le préciser. Ah ouais, tout à fait. Yannick, au bout de 3 minutes 45 déjà, c'est lâché. Bon, c'est l'été et il est invité. Il est invité, presque invité. Bon, alors, on va y aller. Donc, spécial New York Knicks, tu préfères, on rappelle. Tiens, Yannick, je te laisse, vu que tu avais la main là, tu vas arrêter de dire des bêtises et explique-nous un petit peu le principe du tu préfères, peut-être pour les gens qui vont le découvrir dans cet épisode particulier là. Alors, c'est un thème très particulier. Alors, on l'avait d'abord lancé sur la partie NFL avec une thématique, une question, 2 choix, pas d'argumentation, et après on débat sur ce thème. Par exemple, tu préfères quel joueur, je sais pas, enfin il y en a plein, mais je veux pas te couper l'herbe sous le pied, donc voilà. Tu préfères perdre contre Brooklyn ou perdre contre, enfin non, on peut pas perdre contre Brooklyn, je suis con. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, vous avez compris l'idée. Yannick qui va nous spoiler là. Donc voilà, un choix, une question simple. En tout cas, a priori, 2 choix. Allez, là, il y en aura 3 exceptionnellement dans une des questions parce que j'ai pas pu choisir. Donc, je vous laisserai faire le choix pour la communauté. Et après, on en discute évidemment avec la mauvaise foi comme on sait faire évidemment ici. Et j'espère que toi, Chapi,
Tu sais en faire aussi de la mauvaise foi. Ah, tout à fait. De la langue de bois, de la mauvaise foi, je peux tout faire. Bon, c'est parfait. Allez. Alors non, on veut pas de langue de bois, on veut que de la mauvaise foi pure et dure, tu vois. Mais pour ce soir, on va garder la mauvaise foi, il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. Allez, on va commencer. Je vais vous lancer tranquillement. Alors, tranquillement, moi, je trouve que c'est tranquillement. Peut-être pas pour vous. Alors, vous ne voyez pas, mais Yannick commence déjà. Il ne sait pas vers quoi. Alors, ils ne connaissent pas les questions. Hein. C'est très important quand même de donner ça à tous les gens qui nous écoutent, auditeurs, auditrices du podcast. Ils ne connaissent pas les questions. Non, sinon, ça en même temps que vous. Ce serait pas drôle. J'ai passé ma journée à essayer de les deviner mais il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir deviner. Bon, alors j'ai fait relire les questions avant à la communauté, la Team The Playoff, dont Tom qui les a validées. Hein. Donc si vous avez des réclamations, vous irez voir Tom, évidemment. Alors, voilà. Alors là, attends, Tom déjà, c'est un LeBron fan, donc voilà, laisse tomber, je valide plus. Bon, alors première question, tu préfères? Donc on écoute, vous donnez une réponse sec, après on argumente. Tu préfères retirer le maillot de Bernard King ou retirer celui de Carmelo Anthony? Yannick. Ah bah dès la première déjà? Ah ouais, ça c'est là c'est dur parce que Bernard King, je l'ai jamais vu jouer en vrai, même si je suis vieux quand même. Allez, on va dire Carmelo. Ok. Chapi? Carmelo. Ah, bon, vous êtes d'accord sur ce premier. On peut en parler un petit peu. Pourquoi on va commencer avec toi, Chapi. Tiens. Pourquoi Melo? Alors, une raison très très simple que j'ai découvert il y a très peu de temps en fait. Bernard King, un joueur que j'adorais vraiment. J'ai pas eu évidemment l'occasion de le voir jouer en direct, hein, vous vous doutez bien, mais de tout ce que j'ai pu voir de lui, j'étais vraiment fan. Mais j'ai découvert qu'en fait, en dehors du terrain, c'était vraiment un sale type, avec beaucoup de choses et beaucoup de casseroles, notamment des violences conjugales, etc. Donc pour ça, c'est delete direct et Carmelo au plafond, si je dois choisir entre les deux, parce que Carmelo, il est ce qu'il est. Je sais qu'il est clivant au sein de la communauté Knicks et en dehors pour ses accomplissements qui ne seraient pas suffisants, etc. Mais du coup, quand tu me laisses le choix entre les deux, je dirais Carmelo. Ok, Yannick, je vous laisse, je te laisse échanger. Ouais. Alors moi, il y a pourquoi entre les deux, le premier truc que je vois tout de suite, c'est que Carmelo, je l'ai vu jouer. Le record de points au Madison Square Garden, les 62 points. Même si Bernard King, avec ses 60 points lors du Christmas Day, forcément, il est noté. Carmelo, c'est aussi une autre NBA. C'est un gars à qui on a volé un titre de Rookie of the Year. Pas chez les Knicks, hein, mais voilà. Il a fait partie, alors moi je trouve un peu moins que Amar'e Stoudemire, mais s'il est arrivé, c'est parce que Amar'e Stoudemire est arrivé 6 mois avant, enfin un an avant, enfin l'été d'avant plutôt. Mais ça a remis les Knicks sur la carte, dans le sens où les Knicks, à partir de l'arrivée de James Dolan, le propriétaire, au début des années 2000, c'est devenu n'importe quoi. Et c'était de la médiocrité crasse, avec que des joueurs surpayés qui venaient pour machin. Et Amar'e Stoudemire arrive. D'ailleurs, ils viennent jouer à Paris contre les Timberwolves avec Rudy Turiaf. Et après, il y a un méga trade qui est monté, alors que Carmelo Anthony allait arriver à l'été suivant. Hein. Mais le trade est fait et ça va en playoff, les premiers playoffs depuis 2001, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est pour ça. L'héritage aussi, parce que quand tu regardes en fait dans la jeune génération entre guillemets, les gens arrivent aux Knicks grâce à Carmelo. Le nombre de personnes qui te disent moi je suis fan des Knicks grâce à Carmelo, c'est un truc de fou que je n'avais pas mesuré en fait puisque je les suivais avant. Mais depuis quelques années, quand je discute avec des gens, les gens te citent Carmelo comme référence. Excuse-moi Chris, je vais poser une question à notre invité. T'es fan depuis quand toi ? Moi, depuis les années, on va dire 99, j'étais tout gamin et j'ai suivi ça dans les pas de mon papa qui m'a initié au basket
Et du coup, moi, c'est vraiment en 99 que j'ai commencé Le fameux run 99. Ouais, puis même avant, en fait, parce que Ouais. voilà, j'étais vraiment tout gamin et j'ai mes premiers souvenirs de basket. Mon père qui faisait des cassettes à la maison, tu vois, un peu artisanal. Il découpait des trucs pour faire la jaquette et tout avec Patrick Ewing qui était sur toutes les jaquettes et tout. Et donc, bah, ça m'a marqué, j'ai suivi. Et puis derrière, histoire familiale, il va faire le marathon de New York en 99. Il ramène les photos du Madison, on regarde les bouts de match qu'on peut trouver. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Ok. Ouais, ça s'entend. C'est une belle histoire. C'est souvent comme ça, hein, la famille, le père, l'oncle ou machin qui va donner envie de suivre telle équipe plutôt qu'une autre parce que tu veux suivre un petit peu ce que font les grands. Bon, Carmelo, Anthony, est-ce que vous avez des choses à rajouter autour de Melo, sachant qu'on va pas nécessairement revenir dessus hein, dans le reste de l'émission, je vous le dis tout de suite. Melo, attaquant incroyable, des souvenirs de malade. Je parlais du match contre Charlotte. Voilà, le run qu'il fait contre Chicago, je me souviens, je sautais dans mon salon, voilà, où il met un 3 points et après en prolongation, il gagne. Bah, voilà, beaucoup de limitations, mais il a ramené un petit peu de choses. Et puis, faut pas oublier non plus que rien que pour avoir coursé Kevin Garnett dans les jusqu'au bus, et que Kevin Garnett, le roi du trash talk, qui faisait le badass machin, il est parti en courant, la queue entre les jambes. Voilà. Donc voilà. Et juste un truc comme ça. Fuck Kevin Garnett. Bon. Ça, c'est alors, je regardais un petit peu, il n'y a pas beaucoup de maillots qui sont retirés du côté de New York. Alors, il y a le maillot de Bill Russell, mais qui est retiré dans toutes les franchises, là. Après, vous n'avez pas énormément de maillots retirés. Alors, moi, j'en ai compté 9, mais donc, il y a celui de Russell et il y a 2 fois le numéro 15. Vous me dites si je me trompe. Hein. Mais je crois que c'est ça. Alors, et il y a un maillot aussi. Earl Monroe pour le premier. Et Dick McGuire. Alors, moi, je vous avoue, je ne le connais pas, lui. Oui, enfin, c'était même avant. Ouais, c'est un très ancien joueur. Mais qui fait partie des. Et vous avez un maillot entre guillemets de coach aussi qui est retiré, celui de 613. Red Holzman, c'est le nombre de matchs qu'il a gagné en tant que coach en NBA. Donc bon voilà. Mais donc du coup voilà, il y a ni Bernard King ni Melo en tout cas sur les maillots retirés pour l'instant. Je sais que ça push pour Carmelo qui est dans la classe Hall of Fame 2025. Ah bah si, moi je l'ai lu. Mais, mais que moi je. Ah, non, je te dis pas qu'il va y être, mais en tout cas ça push pour qu'il y soit. Non, si tu mets pas John Starks ou Charles Oakley ou Anthony Mason. Ouais, Charles Oakley, je trouve que bon, ça sera compliqué, mais moi je suis assez d'accord sur le 34, il devrait être au plafond parce que Charles Oakley c'était quand même le binôme de Patrick Ewing. Ewing parlait de Charles Oakley. Tu comprends l'importance qu'il avait quand même dans cet effectif et sur le terrain. Ouais. Bon, allez, on enchaîne si vous voulez. Un deuxième, tu préfères pareil. En tout cas, simple dans la question, et après, ce sera un petit peu plus tordu. Alors, on a parlé de 2 joueurs, on va parler de coach maintenant. Et là, on va laisser Chapi proposer sa réponse en premier. Tu préfères Pat Riley ou Tom Thibodeau? Pat Riley, tous les jours. Yannick? Oh, Pat The Rat. Je sais que pour toi, c'est compliqué, on en parle assez régulièrement. Donc... Je le déteste. Mais tu vois, en fait, il a ramené quelque chose. Non, tu réponds et on discute après. Non, bah, Pat The Rat. Pour l'instant, vous êtes tous les deux d'accord. Bon, j'espère que vous arrivez. Il y a un moment où vous allez vous rentrer un petit peu dedans. Bon, alors, Pat Riley, tous les deux. Tiens, allez, Yannick, pourquoi tu as eu autant de mal à le sortir là, du fond de ta gorge? Parce que je le déteste. Clairement, il est parti comme un traître, comme un voleur, avec un fax, s'il te plaît, tu vois. Alors le fax, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est t'envoyer un message sur une feuille de papier et ça te l'a scanné, ça te l'a envoyé, quoi, tu vois. C'est comme se faire larguer par texto, quoi, tu vois. Donc une meuf fait ça, enfin voilà, c'est sale, tu vois, où tu fais jamais ça quand t'es un homme, en vrai, tu vois, tu vas confronter. Et lui, il est parti justement à Miami et ce qui a mis la confrontation après avec Miami pendant plusieurs années. Et même encore, il y a toujours cette rivalité avec Miami à cause de ça. Mais à côté de ça, c'est les années de confrontation avec les Bulls. C'est une finale NBA qui aurait pu être mieux coachée d'ailleurs, mais en 94.
Donc, parce qu'il a été en finale 94 et que lui aussi, il a remis les Knicks sur le devant de la scène parce que c'était compliqué avant. Voilà. Pat. Okay. Alors, je me permets, après, Chapi, je te laisse la main, sur cette histoire, donc quand il est parti à Miami, donc il était encore sous contrat avec New York. Miami a fait le forcing et il y a eu un deal. Alors, j'ai plus les trucs exacts, mais je crois qu'ils ont envoyé du cash et un tour de draft pour que du coup les Knicks cèdent Pat Riley à Miami. Voilà pour l'histoire et pour la rancœur tenace, en tout cas, qui est du côté de Yannick. Toi, Chapi, tu as choisi Pat Riley aussi. Ouais, beaucoup plus rapidement. Alors, la rancœur est là, la manière dont il a quitté la franchise et tout ce qu'a pu raconter tout à l'heure Yaya, je suis tout à fait d'accord. Hein. Franchement, voilà, je l'oublie pas. Maintenant, je me dis que, et je sais que Tom est derrière cette question parce que Thibodeau, c'est un nom qui revient souvent dans sa bouche, donc dédicace à Tom. Thibodeau, moi, je l'adore aussi. Hein. Franchement, je l'adorais. C'était un coach qui nous a remis aussi sur les rails, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu Thibodeau s'il n'y avait pas eu Pat Riley. Pat Riley, il a quand même mis des bases à New York qui sont quand même... je trouve le départ de beaucoup de choses, c'est-à-dire une identité défensive, cet ADN que beaucoup de fans aiment et aimeraient retrouver d'ailleurs dans l'équipe actuelle. Il a aussi professionnalisé la franchise dans le sens où pendant de longues années, les médias avaient le droit de voyager avec l'équipe, étaient dans l'avion avec l'équipe. Ça s'est arrêté avec lui, donc il a apporté des choses à la franchise. Il l'a fait grandir sur le terrain et en dehors. Et les bilans sont là pour lui. Alors après, on aime ou on n'aime pas la manière dont il a fait jouer cette équipe, mais moi j'ai refait l'intégralité de ces années-là parce qu'on a la chance de pouvoir maintenant retrouver les matchs sur YouTube. Et ce que je vois, je pense que c'est une des meilleures, en tout cas, périodes au niveau du jeu, au niveau des Knicks, parce que c'est une des seules équipes qui a regardé Jordan droit dans les yeux et qui a failli l'éliminer en fait. Donc je me dis que les accomplissements ils sont là et pour ça j'ai envie de lui rendre du crédit, même si je n'oublie pas le couteau dans le dos et que je respecte aussi le travail de Tibbs, mais non, Pat Riley tous les jours. Okay. Coach de l'année en 92-93, Pat Riley, donc dans cette époque-là des années 90 où New York était un vrai endroit sur la carte, en tout cas à l'Est, avec un bilan de 51-31, je crois que c'est un record de l'époque qu'ils avaient égalé de la fin des années 60, début des années 70. Donc c'était une vraie... année du titre. Je crois que c'était l'année du titre. Ouais, 73. Ouais. Vraie belle perf. Et donc, c'est finale 94, t'en parlais Yannick tout à l'heure, où New York menait 3-2 contre cette équipe des Rockets d'Hakeem Olajuwon avant de perdre 4-3. Bon, c'est vrai que du coup, tu peux avoir même 20 ans ou 25 ans après encore quelques regrets. Tu mènes 3-2, tu perds 4-3. C'est qu'il y a peut-être eu quelques petits... Alors après, on sait que Hakeem était sur une saison aussi incroyable où il était MVP et Depoy à la fois. Seul Jordan l'avait fait dans l'histoire aussi avant. Donc vous êtes tombé sur un joueur légendaire, mais c'est vrai que quand tu mènes 3-2 en finale, là, tu as grillé 2 cartouches. Oui, et puis après cette finale, il y avait autre chose, enfin il y avait tout un contexte. Il y avait les Rangers qui ont gagné en même temps cette année-là, qui ont gagné. Tout le monde pensait que ça allait mettre quelque chose sur le Madison Square Garden, une atmosphère, tout ça. Et puis il y a aussi pendant un match, alors je sais plus lequel, la course folle de O.J. Simpson, et pendant un match des finales. Ils ont coupé le match. Hein. Ouais. Donc tu vois, c'était un truc de fou. Et moi, on parle beaucoup sur cette finale du dernier match manqué de John Starks. Alors déjà, il se fait contrer au match 6 pour le titre. Il se fait contrer par Hakeem Olajuwon. Et sur le match 7, il fait un 0 sur 6 à 3 points, je crois. Mais surtout... 2 sur 18 au shoot, au total. Ouais. Voilà. Et surtout, moi, ce que tout le monde oublie, c'est que sur ce match-là, Derek Harper s'est bien caché quand même, alors qu'il était là, c'était un meneur à l'époque, qui était là pour amener du playmaking, pour amener beaucoup de choses, et qui s'est caché ce match-là. Et petite anecdote, moi j'habite à Limoges, hein, tout le monde le sait. Quelques années après est arrivé Rolando Blackman, qui était dans cet effectif, et voilà. Donc. Ok. Bon. Voilà. Peut-être dire un mot rapide, après on enchaîne, si vous voulez, quand même sur l'autre choix tu préfères, c'est Tom Thibodeau. Alors que certainement vous connaissez davantage ceux qui nous écoutent, parce que là, il était en coach pendant quoi ? C'était 5 saisons, je crois, c'est ça ? Ouais.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, 5 saisons avant Oui. d'être licencié à la fin de l'année précédente, là, qui viennent s'écouler en tout cas en saison NBA. Comme tu l'as dit, Chapi, il a remis de la stabilité aussi à New York parce que avant, quand je suis allé revoir la liste des noms des coachs qui s'étaient enchaînés du côté de New York avant Thibodeau, c'était pas la folie quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, ce que j'aime rappeler, au-delà des polémiques sur les temps de jeu, etc., je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que j'ai souvent souligné, c'est l'adhésion du groupe à la manière dont Thibodeau gérait son effectif. Tous les leaders étaient derrière lui. Il avait réussi à fédérer vraiment cette équipe. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi fait le succès des Knicks depuis quelques saisons. On peut aimer, ne pas aimer la manière dont il gère son équipe, la manière dont il l'a fait jouer, mais la manière dont les joueurs se donnent sur le terrain pour lui et pour le groupe, moi, ça me laisse quand même assez respectueux de son boulot. Donc, vraiment, je le vois comme un coach qui nous a remis sur les rails du sérieux, du succès. Et j'espère que derrière, ça va enchaîner parce que passer derrière lui, c'est pas si facile que ça, même si on attendait du changement parce que dans l'animation offensive, je pense qu'en playoff, il y avait nettement mieux à faire. Mais faut pas balayer d'un revers de main tout ce qui s'est fait et avoir en tête cette histoire de temps de jeu. Ça serait beaucoup trop réducteur. Je sais qu'on en a souvent débattu d'ailleurs avec Tom en Space, mais je pense que Thibodeau, on le réduit trop à ça et on oublie un petit peu ce qu'il est capable de faire. Moi, je pense que c'était pas ça le problème. C'était pas le problème des temps de jeu, c'était le problème d'utilisation des joueurs, notamment des plus jeunes, capables d'être dans une plus NBA 2.0 et d'être encore très très old school. Et le fait qu'en playoff, il n'y ait pas eu suffisamment de pick and roll Brunson 4. Ouais, et même des pick and roll inversés avec un 4 porteur de balle. Et c'est là-dessus, cette animation offensive qui était, je te rejoins, assez vieillotte, entre guillemets, avec une vision un peu simpliste et puis des fois du Brunson game, on te donne la balle et débrouille-toi, fais-nous des folies. C'est vrai qu'on attend maintenant le nouveau coach là-dessus. Maintenant, il ne faut pas oublier toute la rigueur défensive et tout ce qu'il a mis en place, parce que si on perd ça aussi, je pense que l'équipe va être déséquilibrée. Mais ça, c'est un autre débat. On le fera l'année prochaine. Tu préfères pourquoi pas quand on Thibodeau fera les previews, tiens, on te réinvitera pour l'occasion. Avec plaisir. Ok, bon, Pat Riley du coup pour le choix du coach entre Pat Riley et Tom Thibodeau. Troisième, tu préfères si vous voulez. Ouais. Alors, tu préfères, et donc Yannick, c'est pour toi, gagner un titre dans les années 90 autour de Patrick Ewing. On en parlait là tout à l'heure. Là. Il y a 2 finales, mais il y en a une qui l'a pas fait, 94 et 99. Ou tu préfères gagner donc un titre dans les 2 dernières saisons là autour de Jalen Brunson et tout ce qu'il y a autour évidemment. Alors tu sais quoi, ça m'embête de dire ça, mais en fait pour une raison très très personnelle, la deuxième dans les 2 dernières saisons. Ok. Chapi, toi tu dis quoi? Eh ben c'est bien, on ne sera pas d'accord, parce que tous les jours, je vais utiliser cette expression, parce qu'il n'y a aucun doute dans les années de Patrick Ewing. Bon, très bien. Tiens, on va commencer avec toi, et comme ça on pourra embrayer sur la période un peu plus récente avec Yannick. Pourquoi cette époque-là, là, des années 90, t'en parlais tout à l'heure, il y a certainement aussi le lien, toi, avec le fait que tu aies découvert la NBA via cette époque-là, mais voilà, raconte-nous un petit peu pourquoi ce choix-là. Alors, tu voulais de la mauvaise foi, on est complètement dedans, on est dans la subjectivité la plus totale, parce que pour moi, il n'y a rien au-dessus de Pat Ewing. Dans mon top 10, mon top 3 des joueurs des Knicks, il y aura toujours Pat Ewing sur la première marche. Pour l'aspect, évidemment, on va dire enfantine, parce que ça me rappelle effectivement les années où je découvre la NBA via mon père, etc. Et puis, je me suis intéressé aussi aux joueurs, aux personnages. Je suis d'ailleurs en train d'être dans un projet un peu personnel d'écriture justement autour de Pat Ewing pour essayer de refaire un peu la carrière universitaire. Enfin, l'histoire de ce mec est dingue. Et puis je trouve, il incarne aussi une forme de fidélité, c'est-à-dire que c'est un peu le perdant magnifique, quoi, parce que le mec, il a tout gagné avant d'arriver en NBA. Il arrive en NBA, il s'est toujours cassé les dents. Il est toujours revenu, il n'a jamais baissé les bras. Il a failli quitter la franchise, mais il y est resté finalement. Et c'est la franchise qui le dégage comme un malpropre. Et je trouve que le seul accomplissement en fait qui lui manque, c'est cette bague. Il a été l'un des plus proches. Alors plus en 94 qu'en 99, parce qu'en 99, il est blessé, donc
voilà, son apport, il est vieillissant. Et voilà, on peut discuter de tout ça, mais je trouve que ça aurait vraiment donné une dimension supplémentaire à la carrière de Patrick Ewing. Et je vais finir en citant le plus grand joueur de basket de tous les temps. C'est Michael Jordan qui l'a dit. New York, c'est Patrick Ewing. Et Patrick Ewing, c'est New York. Donc, même si Jalen Brunson, pour moi, c'est un pur kiff de le voir jouer. Et depuis 2 ans, je me régale à regarder les matchs. Mais je trouve que voilà, on a encore le temps peut-être de voir une bague au bout du doigt de Brunson. Donc pour la nostalgie de Patrick Ewing, années 90. Ok, Yannick, si tu veux embrayer soit sur ce qu'a dit Chapi sur cette époque-là ou sur ton choix à toi. Alors, sur cette époque-là, moi, si tu veux, j'aurais été comme un fou. Même si on consommait pas, j'en parle souvent, on consommait pas la NBA de la même façon. Il y avait que les matchs de finale qui étaient en direct. 94, je passais brevet des collèges, hein, donc j'aurais pas pu regarder en direct. Mais 94, faut pas oublier que pendant Roland Garros, Petr Korda regardait les matchs toutes les nuits, qui était finaliste contre Guerra déjà. Mais voilà. Moi, il y avait tout un corps de joueurs avec des joueurs que j'ai tellement surkiffé. Greg Anthony de UNLV. Et surtout, moi, c'était un de mes gars de chez Sûr. Enfin, il y en avait deux postes 4. C'était Charles Oakley parce que voilà, c'est-à-dire que c'est le seul gars qui était capable d'aller mettre une mandale avant même un match à un adversaire parce qu'il lui devait de l'argent. Et Anthony Mason, donc paix à son âme, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'aurais adoré avoir ce titre, mais surtout pourquoi j'ai dit là ces dernières années, Chapi t'en as parlé, c'est le côté filiation. Mais moi en fait c'était pour sauter partout dans mon appart avec ma fille qui a repris mon flambeau. Tu parlais de Marathon New York. Moi, quand j'ai fait le Marathon New York, elle est venue avec moi au Madison Square Garden pendant que mon fils, avec la mère de mes enfants, était resté à l'hôtel parce que mon fils avait 6 ans, donc ça faisait un peu tard. Mais elle est venue. On a été voir un match, voilà, juste avant le marathon. Donc c'était surtout pour partager ça avec elle et surtout pour pouvoir voilà, ce côté partage d'expérience, même si il n'y aurait pas eu les mêmes émotions, mais tu vois, c'est le côté transmission. Ok. Toi, dis donc, Yannick invité, il y a un côté émotion là qu'on n'a jamais vu chez toi. C'est Ah bah oui, mais dès qu'on parle de New York, voilà. Ah Tu vois, bah c'est voilà. l'été, on est lundi soir. En tout cas, quand on tourne, c'est tranquille. Il fait une chaleur à crever, on n'en peut plus. Ouais, mais les Knicks, on parle des Knicks, de mes Knicks, forcément. Bon, Quand tu choisis ok. les Knicks, il ne peut y avoir que un côté émotion, filiation ou ce que tu veux. Tu choisis pas les Knicks malheureusement pour le nombre de bagues, pour tu vois ce que je veux dire. Donc forcément il y a une histoire derrière. Tu n'arrives pas à te dire sans faire offense à des supporters récents de la dynastie Warriors par exemple. Bon bah tu sais que tu es attiré par le côté côté offensif, les bagues qui vont avec. Quand tu es supporter des Knicks, on peut pas te dire ouais, tu as choisi la facilité. Il y a forcément une histoire derrière. Ah non, non, ou t'aimes vraiment pas la facilité. Mais le titre qu'on va glaner, n'en sera que plus beau. Ah ouais, on sera. Ah ouais, mais là, tu vois, là, cette année, j'avais dit que si on gagnait le titre, je faisais le tour du périph' à poil. Hein, c'est vrai. Donc voilà. Bon. On trouvera des idées pour le prochain titre. C'est ça, exactement. Allez, on va enchaîner, tiens, si vous voulez, les gars. Alors, je reprends mes petites fiches. Vas-y. Alors, on va parler un petit peu rivalité. On sait qu'à New York, il y a pas mal de rivalités. Vous en avez un petit peu parlé, les gars, dans les dernières minutes. Je vous propose un trio de choix. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas choisir. Ah, nous y voilà. Entrée, plat, dessert, je ne sais pas. Donc, c'est vous qui allez choisir. Et tiens, alors, je sais plus. Bon, Yannick, tu vas te lancer. Tu préfères la rivalité? Alors, tu préfères la rivalité dans tout, c'est-à-dire dans l'histoire, dans le côté ils nous ont cassé les pieds, toi, c'est vraiment une globalité, d'accord? Ouais. Dans les matchs, dans les performances, dans le côté ils nous ont brisé le cœur, tout ça. Tu préfères la rivalité avec Boston? Tu préfères la rivalité avec Chicago? Ou tu préfères la rivalité avec Indiana?
Ouh. Elle est tough, celle-là. Ma rivalité va être plus Indiana. Indiana, ok. Et toi, Chapi? Alors, jusqu'à très peu de temps, je t'aurais dit Boston. Mais avec la dernière confrontation, je vais répondre Indiana parce que maintenant, il y a deux méchants qu'on aime détester à New York. Donc Indiana. Bon. Alors juste, on va comme ça, on va rester sur Indiana. Mais la rivalité avec Boston, parce que ça fait partie des franchises, donc tu as New York, tu as Boston et tu as les Warriors qui font partie des franchises qui sont là depuis la création de la NBA en 46, et aussi parce que dans les années 70, il y a eu 3 finales de conférence de suite entre donc, ces deux équipes-là, et tu as des rivalités de ville aussi, des rivalités de culture. Yannick t'en parle souvent avec la MLB. En NFL aussi, bon, tu connais mieux la NFL que moi, mais est-ce qu'il y a toujours cette rivalité-là aussi entre les équipes de New York et les Patriots ou Ouais, alors oui, parce que les Giants les ont battus 2 fois. Je salue tous mes camarades. Ils les ont battus 2 fois au Super Bowl, dont une fois pour les empêcher d'avoir la saison parfaite. Voilà. Ce qui permet d'avoir des débats très houleux au sein de la rédaction. En baseball, les Yankees ont caracolé pendant toutes les années, les années 1900. Là, Boston a gagné un peu plus de titres ces dernières années. Mais ouais, la rivalité, ça vient surtout du coach Red Auerbach, qui avant même la fin des matchs allumait son cigare dans la salle. Et puis on sait que au Boston Garden de l'époque, c'était très particulier. C'était une sorte de guirou, tu vois, avant l'heure, c'est-à-dire que quand tu allais te changer, t'avais pas de chauffage, t'avais plein de choses comme ça. Donc si tu veux, ouais, il y a eu beaucoup de choses, mais en fait la rivalité avec Boston, tu l'as dit, c'est plus les villes que les Celtics, voilà, surtout oui, voilà, ces oui. derniers temps. Ouais, ça a découlé en fait après. Tu vois. Avec Indiana, c'est vraiment une autre rivalité. C'est les bouseux de l'Indiana contre la ville intellectuelle qui est New York, même si nos joueurs ne sont pas là. Et ils sont venus sur notre terrain, à savoir des rivaux où c'était vraiment la maillotche. Donc voilà, et puis après avec Chicago. Il y a eu une seule vraie rivalité avec Chicago, c'était du temps de Michael Jordan, plus que pendant que le reste du temps, puisque Chicago n'a jamais été une grosse place forte en dehors de l'ère Michael Jordan. Donc, ouais, mais quand même sacrée rivalité dans ces années 90 avec les Bulls, où comme tout à l'heure Chapi le disait, à chaque fois, les Knicks se sont heurtés au mur de Jordan. La seule fois où vous avez réussi à passer les Bulls, c'est en 94, quand Jordan avait pris sa première retraite, pour aller après, du coup, vous prendre le mur Rockets. Mais je crois qu'il y a eu quoi, 5 fois entre le premier tour de demi-finale de conférence, etc., où vous vous êtes heurté à Jordan. Donc, il fallait quand même mettre cette rivalité-là quand même aussi dans les propositions. C'est ce qui a poussé. Et puis, c'est une des rivalités qui a poussé Jordan à devenir meilleur, parce que c'était vraiment c'était une guerre de tranchées. Bon. Et alors, Indiana, Chapi, on t'a retrouvé? Oui, là, désolé. Ouais. Oui, il fait tellement chaud que j'ai eu un petit problème technique avec mon téléphone. Il n'y a pas de problème. Du coup, on a rapidement balayé Boston et Chicago, donc on va rester sur votre choix. Indiana, si tu veux, on va te laisser la main. Pourquoi cette rivalité-là, donc, qui a un côté moderne, là, très très récent, mais qui a aussi quand même un passif dans les dernières décennies? Eh ben, je vais te donner 2 noms qui expliquent mon choix. Le premier, Reggie Miller, évidemment. Et puis le deuxième, plus récent, Haliburton, en fait. Et on a eu la discussion récemment avec Tom et on en discutait. Moi, j'adore en fait ce côté rivalité. Je suis pour le trash talk, je suis pour la rivalité sur le terrain, la rivalité saine. Hein. J'ai regardé l'épisode que vous avez fait ensemble justement sur la bagarre qui avait eu lieu avec Indiana. Moi, je suis pas pour ce genre de débordement, évidemment, mais je suis vraiment pour une rivalité saine avec des joueurs qui vont avoir des célébrations un peu iconiques, qui vont venir parler à Spike Lee, qui vont pouvoir même chambrer un peu le public tant ça reste on va dire sur le côté terrain, le côté rivalité sportive. Moi, j'adore ça et ça donne des moments d'anthologie et c'est
c'est des séries, je vous invite à les revoir pour ceux qui les ont pas vues. Trash Talk l'a très bien fait il y a pas longtemps sur une des séries, mais même celle d'avant. Enfin voilà, on les élimine sur un match 7 avec un shoot de Patrick Ewing, un dunk, une claquette dunk. Enfin, c'est que des moments en fait d'anthologie, je trouve, beaucoup plus que sur des séries contre Boston, parce que finalement elles sont tellement anciennes que c'est compliqué de s'y retrouver. Et puis voilà, le côté avec Chicago, évidemment, avec Michael Jordan, mais bon, c'est voilà. Ok, tiens, toi Yannick, on sait que tu détestes. J'aurais pu faire un tu préfères Reggie Miller ou Tyrese Haliburton, mais je ne l'ai pas fait. Oui. On sait que Haliburton, on en parle nous régulièrement pendant toute l'année quand on parle des équipes NBA, des Pacers en particulier. C'est vraiment un joueur. T'as beaucoup de mal. C'est quoi? C'est ta mauvaise foi et c'est ton côté il nous bat à chaque fois qui te met hors de toi ou... Alors, c'est pas qu'il nous bat à chaque fois, c'est que juste que tu vois, tu aurais pu me faire tu détestes Haliburton ou Trae Young, tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est les deux gars, tu as envie qu'ils embrassent une porte. Voilà. Mais non, c'est la rivalité, c'est que le mec il est ultra compétitif, il se bat, même s'il a pas de shoot, il arrive quand même à te mettre un shoot de derrière les fagots et puis et à être pénible, tu vois. Et malgré tout, tu vois, tu les détestes, mais tu respectes. Tu vois, ils sont tellement pénibles et ils arrivent à se battre tellement que ils forcent un peu le respect, quoi, tu vois. Mais une fois qu'ils auront fini leur carrière, on leur dira. Mais pour l'instant, voilà, tu les as, t'espères juste un truc, c'est d'avoir un pivot à l'intérieur qui tu vas le passer, tu mets un petit coup de coude pour qu'il aille embrasser l'écran et qu'il se fasse super mal, quoi, tu vois. Dans les règles, hein, bien sûr. Bien sûr, dans les règles. Mais Charles Oakley revient. Charles. mais grave, mais Haliburton, il y aurait Charles Oakley, mais jamais il ouvrirait. Donc voilà. Il va nous manquer la saison prochaine. Hein. Oui, pour de vrai, moi je suis triste qu'il se soit blessé parce que justement, c'est le genre de mec, comme tu le dis, tu as envie qu'il soit sur le terrain parce qu'il est ultra compétitif, mais tu as envie qu'il soit là parce que la rivalité et les matchs, ils sont quand même plus savoureux quand il est présent. Donc l'année prochaine, il va nous manquer. Alors, tu veux que je te dise que c'est le pire pour moi avec Reggie Miller? Parce qu'il y a aussi Reggie Miller, on parlait de Reggie Miller. On en parlait avec Chris avant de prendre l'antenne, avant que tu arrives. C'est qu'il est né le même jour que moi. Pas la même année, mais le même jour que moi. Et pour moi, c'est un crève-cœur. Voilà. Donc voilà. Désolé. Et donc, c'est oui. Et j'aurais bien aimé être shooter comme lui. Mais bon. Et si je peux terminer là-dessus, tu comparais à Trae Young, mais Haliburton, la rivalité, elle est dans des matchs qui comptent. Alors que l'accomplissement de Trae Young, il y a une série de playoffs, effectivement. On peut pas la nier. Mais derrière, c'est sur des matchs qui comptent pas ou pour une élimination en NBA Cup. Bon, tu as envie de dire, voilà. Mais Haliburton le fait dans des matchs de playoffs qui comptent encore plus que ceux de Trae Young. Donc, voilà. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est que c'est un inconvénient quand tu es fan des Knicks, c'est que tous les joueurs, quand ils viennent, ils veulent gagner au Madison Square Garden. Tu vois, ils vont jamais venir avec les mains en haut du guidon. Ils regardent quand a lieu le match au Madison Square Garden. Ils veulent venir gagner, ils veulent briller au Madison Square Garden. Ils veulent briller parce que c'est l'endroit. C'est peut-être, enfin, je suis peut-être pas objectif, mais c'est la plus belle salle de NBA avec l'atmosphère la plus particulière et qui fait que tout le monde a envie d'aller gagner dans la ville qui dort jamais. Et je vais aller dans ton sens. Amusez-vous à aller voir le record de points des joueurs que vous adorez. Ouais. Vous allez voir que pour un grand nombre de joueurs, ça se fait au Madison Square Garden. Je prends un joueur, le dernier en date que j'ai en tête, c'est Josh Giddey. À chaque fois qu'il vient au Madison, il sort une masterclass. Mais à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai le souvenir aussi de Wembanyama qui sort un match de dingue sur le match de Noël. C'est l'enceinte dans laquelle un nombre de joueurs incalculables ont leur record de points ou ont eu leur record de points pendant très longtemps. Boris Dio, alors même s'il est palois, je l'aime bien, mais chaque fois qu'il jouait contre les Knicks, surtout quand c'était Mike D'Antoni le coach, il sortait un triple-double. Voilà. Donc voilà. Bon, on enchaîne. Dernière question. Alors, ça a l'air un peu particulière. Tu préfères un peu science-fiction.
c'est quelque chose qui là ne peut pas arriver. Je vous explique. Il faut que vous preniez une saison NBA où on a un format de playoff un peu différent. Vous savez, on a eu, nous, pas nécessairement nous, mais dans la communauté NBA, il peut y avoir des discussions sur le côté, on devrait faire un tournoi plus côté foot où on prend les 16 meilleures équipes, quelles que soient les conférences, on fait 1 contre 16, 2 contre 15, et on fait un tournoi comme ça. Je pense que vous voyez vers quoi je veux aller. Alors, où on mélange du coup les bilans entre les conférences. Donc, à partir de ce postulat-là, imaginons, il y a une finale avec 2 équipes de l'Est. Si on part de ce postulat-là. Ok. Alors, tu préfères, on va commencer par toi, Chapi. Donc, vous imaginez évidemment que votre équipe des Knicks est en finale NBA. D'accord. Vous imaginez voir votre équipe des Knicks perdre en finale contre Brooklyn ou contre Indiana. Du coup, je reprends votre meilleur ou votre pire adversité dont on a parlé il y a quelques instants. Tu nous veux vraiment du mal. À chaque fois, c'est forcément de la loose, quoi. Ouais, oui, c'est ce que je t'avais dit. Je m'attendais à. Tu préfères gagner contre ou non, là, c'est tu veux perdre. C'est perdre. Okay, non, okay. C'est plus rigolo quand c'est perdre. Vas-y. Donc, tu préfères perdre contre Brooklyn ou contre Indiana dans une NBA science-fiction, évidemment, mais qui arrivera peut-être un jour. Hein. Contre les Nets. Je préfère perdre contre les Nets. Ok. Sans hésitation. Alors, déjà, c'est de la science-fiction parce que Brooklyn n'existe pas. Hein. On est d'accord que c'est New Jersey. C'est dur. On va dire c'est Tokar de Nets. Ah ouais, Brooklyn, ok, d'accord. Bon. Ah non, mais les Pacers, ils peuvent pas gagner. Dans une vraie NBA, ils peuvent pas gagner. Tu vois. Non, ils peuvent pas. Bon, là, c'est plus compliqué d'aller dans de l'explication parce qu'on est sur du côté science-fiction, un peu irrationnel, évidemment. Mais alors, on sait qu'Yannick, c'est le running gag de Yannick. Brooklyn, c'est New Jersey. Toi, t'en penses quoi un petit peu, Chapi, de cette équipe des Nets et du coup de ce pendant au sein de la ville de New York et de cette deuxième équipe-là? Tu sais, c'est un petit peu le petit frère que tu as envie de câliner, en fait, parce qu'ils n'ont rien pour eux. Ils ont New York, c'est les Knicks en fait. Ils ont aucune base de fans sur place vraiment ancrée. Ça se fait beaucoup plus à l'international avec le merchandising, avec le fait de vendre la franchise, etc. Mais à New York, je vous invite à aller à New York. Des fans des Nets, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Même en allant à Brooklyn, les maisons, elles sont bleues et elles sont oranges. Donc ils ont une histoire qui n'existe pas. C'est vrai que sans leur faire offense, c'est une franchise qui est créée de toutes pièces et qui est là pour le buzz d'avoir le nom Brooklyn associé aux Nets. Mais ouais, les Nets, pour moi, c'est pareil. C'est New Jersey, c'est Kenyon Martin, c'est Jason Kidd, c'est Richard Jefferson. Pour moi, c'est ça, cette équipe. C'est Drazen Petrovic, c'est des joueurs comme ça qui me viennent en tête. Mais c'est certainement pas les Kevin Garnett ou les Paul Pierce qui viennent là pour essayer de redorer un blason avec le mot Brooklyn dedans. Donc, leur salle, moi, j'ai eu la chance de faire les 2 salles. L'ambiance, elle est feutrée. Les gens qui viennent, c'est des spectateurs. Ils arrivent au milieu de premier quart-temps, ils partent au milieu de quatrième quart-temps, quel que soit le score. Ils passent la moitié du match à regarder leur téléphone. Non, franchement, je préfère perdre contre les Nets parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment de rivalité, en fait. Donc, je préfère leur laisser un titre. Ils auront une bague, c'est cool. Et franchement, dans Indiana, je peux pas les imaginer champions NBA et contre nous. Non. Je préférerais que ça soit contre une autre équipe si ça venait à arriver. Si on fait de la science-fiction, non, pas contre nous. Là, cette année, c'était pas loin. En tout cas, ils étaient en finale. Mais voilà. Oui, mais tu vois, non, mais pas contre nous en finale. Non. Il y a trop d'antécédents. Il y a eu trop de. Non. Rien que pour le shoot d'Haliburton cette année, non, on peut pas perdre contre eux en finale. Donc non, cette science-fiction chez moi, elle n'existe pas. Je préfère les Nets. Vas-y, Yannick, t'as droit tes 5 minutes sur le New Jersey. Tiens. Alors en fait, si tu veux, notre invité en a très bien parlé. Après, il y a juste une chose, c'est que pourquoi ils n'ont pas de passé, choses comme ça. C'est parce que quand ils sont arrivés à Brooklyn, c'est le début d'un système, ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que tous les mecs qui n'arrivaient plus à se loger à Manhattan, mais qui avaient du pognon, sont arrivés dans Brooklyn, d'abord à Williamsburg, et après ils ont colonisé l'ensemble quasiment de Brooklyn, et c'est arrivé avec
avec ça. Et du coup, les vrais habitants de Brooklyn qui ont été chassés, eux, qui ont grandi avec les années 70, voire les années 90, voire au-delà, ont amené, enfin, ont gardé, tu vois, cet attachement déjà au Madison Square Garden, parce que les Knicks, c'est le Madison Square Garden. Le basket a toujours été là, et qui a toujours été à New York, c'était là. Si tu veux, c'est ancré dans l'image populaire que le basket et New York, ça va ensemble, même si c'est pas professionnel. Tu vois, les playgrounds, Rucker Park, l'ensemble des playgrounds, les collèges, les collèges, les lycées, les high school, tout ça. Donc, c'était ça a toujours été New York, tu vois. Et c'est une ville qui, l'hiver, respire basket. Ça veut dire que quand tu y vas, bah, tu vois des maillots, tu vois les gars, tu vois dans le train, dans le métro, tu vois des gars qui sont fans de New York. Et il n'y a pas cet attachement à Brooklyn. Alors, c'est récent, hein, c'est une petite quinzaine d'années, mais il n'y a pas cet engouement. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, moi, la première fois que je suis allé à New York, c'était en 2012. Il venait juste d'arriver. Le Barclays Center venait d'ouvrir et il y avait du monde devant et que des jeunes filles en fleurs. Et j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous venez ? Ah, c'est un concert de Justin Bieber. Voilà, donc c'est la seule fois où ils avaient rempli la salle, c'était pour un concert de Justin Bieber. Mais après, voilà. Moi, je trouve deux arguments pour dire du positif de Brooklyn quand même. Parce que je suis un mec qui a quand même tendance à être optimiste. Je vais finir sur une bonne note, je vais en donner deux. La première, c'est l'accessibilité des prix pour aller voir un match des Nets. Donc, pour un mec qui a envie de voir un match NBA, c'est beaucoup plus abordable que le Madison. Donc, ça permet de remplir un peu la salle. Et le deuxième, c'est que la communauté Nets en France, moi, j'échange souvent avec eux et franchement, ils sont marrants. Ils sont ouverts au trash talk, mais dans le bon sens du terme. Et c'est cool d'échanger avec eux. Mais c'est vraiment les deux seules choses que je leur trouve de positif dans cette franchise. Voilà. Au moins, ça le mérite d'être clair. Allez, on va finir sur notre positif. C'est très bien ce que tu disais, Chapi. Alors, peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent l'NBA depuis peu et qui aiment telle franchise, tel joueur, mais ils ne savent pas trop se positionner. Là, on a fait 50 minutes quasiment sur l'histoire des Knicks, l'histoire moderne et l'histoire un peu plus ancienne des dernières décennies. Si vous deviez donner assez rapidement, on va pas faire un quart d'heure, une raison pour suivre votre franchise de cœur, ce serait laquelle ? Yannick, terminera par Chapi. Alors, une raison, c'est l'engagement de toute une vie être fan des Knicks. Ça veut dire que, tu vois, c'est l'amour toxique, c'est tout en fait. C'est le truc, tu te dis, ouais, ça va être on a toujours un moyen de souffrir à un moment ou un autre avec les Knicks. C'est-à-dire que même quand tout va bien, il y a un truc qui va se passer où on va pas gagner et tu vas être déçu, tout ça, mais tu continues d'y croire parce que tu sais que c'est ton destin et que et puis tu les aimes, quoi, tu vois. Même le sombre gars, tu vois, même Jared Jack, je l'ai aimé, tu vois, c'est pour dire. Blackman, je l'ai aimé. Jericho Sims, tu l'as aimé ? Non. non, mais tu vois, et puis les insiders américains, ils sont tellement ouf. C'est un truc de ouf. Et puis en plus avec les réseaux sociaux, moi j'ai découvert des fans et machin. Et les gars, ils vivent encore plus la passion que toi parce que. Mais sur place. Bon, l'engagement d'une vie pour Yannick. Et toi, Chapi ? Eh ben, pour le côté un peu irrationnel de ce que pourrait être un titre, l'attente n'en est que plus belle parce que 1973, dernier titre des Knicks. Et le jour où la bague va arriver, parce que je sais qu'elle arrivera, ça va être un truc de fou furieux et on sera récompensé de toutes les années où on était très proche, de toutes les années où on a été très très loin et où on a eu des 5 majeurs où on se levait la nuit, on se disait pourquoi je regarde cette franchise. Mais et puis pour moi, New York, c'est plus qu'une franchise, c'est aussi une ville. Tu t'en parlais tout à l'heure. Moi, je vous donnerai juste une anecdote. Si un jour vous avez la chance d'aller là-bas,
Moi, la première fois que je mets les pieds à New York, on est à quelques heures du match et je vois un mec qui sort costard cravate. Il enfile des baskets, il retire ses chaussures vraiment sur le trottoir. Et le mec sort de son sac un maillot d'Enix, il l'enfile par-dessus sa chemise et sa cravate et il file au Madison et on fait le chemin ensemble, alors sans se parler évidemment, mais je suis derrière lui. Et le mec enfile son maillot de Carmelo, justement, on y revient. Et cette ville, elle respire basket, que ce soit dans le Madison ou que ce soit dans les playgrounds. Et quand le titre va arriver, ça va être un truc mais irrationnel, ça va être une folie. Que ce soit sur place, que ce soit en France, parce que la communauté Knicks en France, on sera vraiment récompensé et ça va être un truc de fou. Donc, let's go Knicks. Bon, très bien, magnifique. Vous pouvez finir que là-dessus. Presque envie de l'espérer pour vous, ce titre, alors que pour moi, j'ai aucune attache avec New York, mais en tout cas, voilà, c'était ce Tu préfères, la spéciale New York. C'est 50 minutes qu'on a passé ensemble. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Vous qui nous avez écoutés, Yaya et Chapi, je voulais vous remercier d'avoir été présents, d'avoir répondu à ces questions, à ces dilemmes plus compliqués pour certains que pour d'autres, certainement. Merci les gars. Merci à vous de l'invitation, hein. C'était un vrai plaisir. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver, Chapi, pendant la saison pour parler de New York, pour parler nous-mêmes de NBA en général. Tu es le bienvenu, la communauté The Playoff. On adore recevoir des gens de la communauté Twitter et tous les gens qui suivent le basket de près ou de loin, donc ce sera qu'un grand plaisir. Plaisir partagé, quand vous voulez. Yes. Yannick, on se retrouve très vite. Ouais, on fera encore. J'ai encore des tu préfères. Hein. Ah oui, je te laisse. Là moi, j'ai pris le lead sur celle-là, mais je te laisse ton bébé maintenant. C'est bon, tu récupères tout ça. Et on passe le bonjour à tous les fans d'Enix à qui on va partager tout ça et on va arriver en masse. Bon, super. En tout cas, un grand merci à vous deux, un grand merci à vous tous, vous toutes qui nous avez écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel inédit de l'été de N1 et tous les autres podcasts de la communauté The Playoff, évidemment, sur vos plateformes habituelles. Très bonne fin de journée à vous, très bon été et à plus tard. Allez, ciao. Ciao. Salut.